Les Vases d'Ussé, tome 1, Les yeux verts d'Éléonore, suite. Samedi 8 mai 1999. Éléonore avait travaillé le week-end du 1er mai et ce serait aussi le cas les 2 derniers week-ends du mois pour être en repos celui du 15 et descendre à Saint-François. La majeure partie de leur temps avait été consacrée au travail. François travaillait toute la journée et Éléonore était la plupart du temps soit du matin, soit d'après-midi. Il y avait donc peu de temps pour les loisirs en commun. La jeune infirmière continuait à aller régulièrement au studio de danse. Elle accompagnait le plus souvent possible François lors de ses flâneries sur les bords de Seine, et le jeune médecin avait pris l'habitude, comme sa compagne, de ramasser les déchets en chemin. La jeune femme avait emmené son fiancé au domicile de ses parents, en l'absence desquels elle se chargeait de ramasser le courrier. François savait qu'il demeurait à Mont-Saint-Aignan, mais il fut impressionné lorsqu'il se retrouva devant l'imposant manoir familial des Ducet, dans son parc avec vue sur Rouen. Éléonore lui expliqua que ses parents en occupaient uniquement le rez-de-chaussée, le premier étage étant transformé en chambre d'hôte et le second en appartement loué à l'année à une famille avec 2 enfants. À l'occasion de cette visite, elle avait tenu à lui montrer son ancienne chambre, restée telle qu'elle l'avait laissée lorsqu'elle avait pris son indépendance. Cette chambre était contiguë à une pièce parquetée qui avait été aménagée en studio de danse dont il restait les miroirs et la barre. Elle avait été depuis convertie en chambre d'amis dont le lit était escamotable. Et les 2 amoureux ne s'étaient pas privés de tester le lit de jeune fille d'Éléonore comme ils l'avaient fait pour celui de François. Lorsque sa fiancée avait travaillé le week-end du 1er mai, François était venu travailler dans son bureau pour étudier quelques dossiers et terminer la rédaction d'un article professionnel. Il s'agissait surtout de passer quelques instants avec Éléonore dans son bureau, même s'ils avaient été brefs. Cette fin de matinée du 8 mai, le soleil brillait, les températures frôlaient les 17 degrés. Seul François travaillait. Il venait de finir sa visite dans l'unité et de rejoindre son bureau pour vérifier sa messagerie avant de rentrer. De la fenêtre, il eut la surprise de voir débarquer Éléonore avec sa Fiat Panda. La première chose qu'il vit, ce furent ses longues jambes. Elle portait un t-shirt et une courte jupe en jean. Elle avait rassemblé ses cheveux en un chignon flou. À peine 5 minutes plus tard, la jeune infirmière surgissait dans son bureau. Elle referma la porte derrière elle, la verrouilla, s'installa sur ses genoux, se colla à lui et l'embrassa longuement. « Tu sais ce que j'ai envie de faire ?» demanda-t-elle. « L'amour, peut-être ?»« Ce n'est pas inenvisageable, mais je ne pensais pas à ça, répondit-elle. »« Alors, de quoi s'agit-il ?»« Je voudrais te montrer le fief de ma famille, le berceau de la famille de Ducet, et qui se trouve à Ducet. »« Comment n'y ai-je pas pensé ? Mais encore, demanda-t-il avec un sourire. « Dans la baie du Mont-Saint-Michel. »« Ce n'est pas la porte à côté. » « 2h30 de route ? » ?»« Dis-moi oui. J'ai réservé une chambre dans un petit hôtel pour cette nuit et nous pourrons... » Elle laissa sa phrase en suspens et le regardait avec une lueur coquine dans ses yeux verts, pailletés d'or, avec une telle mimique qu'il ne put résister. « D'accord, mais tu as intérêt à assurer pour la nuit qui vient. »« Promis. Et je peux même te donner une avance, dit-elle en ôtant son t-shirt. Dans la foulée, elle prit le visage de François entre ses mains et lui entr'ouvrit les lèvres pour explorer sa bouche. Il répondit avec une telle fougue qu'elle se sentit fondre dans ses bras et se serra encore plus contre lui. Il l'allongea sur le bureau en l'embrassant et sans plus de cérémonie, lui enleva son string, lui écarta les jambes et fit courir sa langue sur les lèvres de son intimité. Surprise, elle frissonna, emportée par les ondes de chaleur voluptueuses parcourant son ventre. François entreprit alors de sucer son bouton érigé. Son excitation grandissait avec celle d'Éléonore, et une douleur lancinante monta de ses reins pendant que son membre se tendait, près d'éclater. Sa langue la fouillait, l'agaçait, la pénétrait, la goûtait et la savourait. Il ne pouvait plus s'arrêter tant il aimait lui donner du plaisir. La vague grandissait en elle, son ventre la brûlait et elle gémit, puis étouffa un cri quand la jouissance atteignit presque son paroxysme. S'il ne s'était pas retenu, il aurait pu jouir même sans la pénétrer, mais il aimait tant être en elle.
Éléonore l'attira en se cambrant pour lui ouvrir le passage, et l'ouragan qui couvait en elle éclata soudain dans un éclair éblouissant. François sentit la chaleur de son intimité et s'y enfonça d'un grand coup. Son membre était si tendu qu'il ne savait pas s'il pourrait encore attendre. Elle cambra les reins pour qu'il entre au plus profond d'elle. Il se retira, savourant l'exquis frottement le long de son membre, puis le replongea, envoyant dans ses reins des ondes de plaisir foudroyantes. Soudain il ne put différer davantage et pénétra au plus profond d'elle. Ils gémirent à l'unisson, emportés ensemble dans le plaisir. Après quelques derniers coups de rein, il se laissa tomber et tous deux haletants récupérèrent de cette violence des sens qui venait de les submerger. Après quelques instants, il releva la tête et Éléonore se hissa pour baiser sa bouche encore pleine de sa propre odeur et qui lui rappelait ces sensations impossibles à décrire qu'il savait provoquer en elle. « Je voulais tellement faire durer le plaisir, mais tu m'avais trop excitée. Mais ce n'était qu'une avance, m'as-tu dit. Nous continuerons ce soir. En attendant, si nous ne voulons pas arriver trop tard, il va falloir y aller, dit-elle en se rhabillant. Elle farfouilla dans son sac et en sortit 2 sandwichs et une bouteille d'eau. Je te propose de manger sur le pouce si nous voulons tenir jusqu'à ce soir. D'office, Éléonore avait pris le volant de la Fiat Panda. Il roulait sur la 13 en direction de Caen. La circulation était fluide, la majorité des Parisiens ayant déjà rejoint la côte normande depuis la veille au soir ou le matin. Peux-tu m'en dire plus sur ce berceau de ta famille ? Lors de ma première journée en médecine interne, je t'ai dit que j'étais une pure normande depuis des générations et que mon vrai nom était de Ducet. Tu te souviens ? Oui, effectivement. Eh bien, la famille de Ducet est très ancienne. La branche principale s'est alliée au XVIe siècle avec les Montgomery. Montgomery, comme celui qui a tué accidentellement Henri II lors d'un tournoi ? Celui-là même. Son château existe toujours à Ducet, du moins un morceau du château. Je suis issue d'une branche collatérale. Le nom des Ducet s'est d'ailleurs souvent transmis par les femmes. Ma famille descend directement des ducs de Normandie depuis Rollon. Plusieurs de mes ancêtres étaient à Hastings, avec Guillaume, dont je suis une descendante à la 29e génération. Rien que ça. Mon père en est très fier, et ma mère est également une pure normande du pays de Caux, depuis de très nombreuses générations aussi. Je suis un mélange de la haute et de la basse Normandie. Ceci dit, statistiquement, nous sommes des milliers en Normandie à pouvoir revendiquer être des descendants de Guillaume. Toi aussi peut-être. Qui sait ? En tout cas, Ducet est un joli village et la baie du Mont-Saint-Michel est magnifique. Il y a une boucle de 9 km à faire au bord de la Sélune si tu as envie de marcher. Dans la nature, nous pouvons nous balader, mais aussi faire d'autres choses. Là, tu commences à m'intéresser. Ils arrivèrent à Ducet vers 16h30. Après avoir déposé leur sac à l'auberge, ils flânèrent dans Ducet, traversèrent le vieux pont à arches, puis entreprirent la promenade le long de la Sélune, en passant par l'abbaye de Montmorel jusqu'au bois d'Ardennes, pour terminer par le château des Montgomery. La plupart des gens rentraient de la balade, pendant qu'eux ne faisaient que la commencer. Ils se retrouvèrent donc seuls sur le chemin balisé. La température frôlait encore les 18 degrés. Lorsqu'ils parvinrent au bois d'Ardennes, François entraîna Éléonore sous le couvert des arbres et s'arrêta pour l'embrasser. « Je t'aime tellement, murmura-t-il. François serra Éléonore dans ses bras et la coucha pour l'embrasser dans le cou, pétrissant ses seins fermes. Elle glissa sa langue entre ses lèvres, surprise de s'enflammer aussi vite. François la sentit contre lui, offerte, et de nouveau le désir, urgent, l'envahit. Il roula sur elle, baisa son cou, sa nuque. Il souleva son t-shirt et laissa courir ses lèvres sur son corps, et trouva un mamelon érigé qu'il suça avidement. Éléonore perçut des pointes de feu déferler dans tout son corps, lui arrachant un cri d'extase. Sa propre excitation la stupéfia. Il l'avait à peine effleurée, et déjà, elle était prête. Elle se colla contre lui. François glissa sa main entre les cuisses de sa partenaire, fit glisser le string, trouva son clitoris et le massa en douceur. Éléonore gémit en atteignant une jouissance si intense
qu'elle ne voulut plus attendre. En sentant une humidité soudaine, François comprit qu'elle était prête. Lorsqu'il entra en elle au plus profond, elle s'agrippa à ses reins et le retint en criant son plaisir. Enfin comblée par sa verge brûlante, elle crut défaillir. C'était trop bon, c'était au-delà du plaisir. François ne tarda pas à la rejoindre. Il retira son membre pour mieux l'enfoncer ensuite. Encore une fois, et la vague déferla dans une multitude de secousses qui l'anéantit. Emporté par son élan, il donna encore quelques légers coups de rein et s'écroula sur Éléonore. Allongée, les yeux toujours clos, le poids de François sur son corps, la jeune femme se sentait merveilleusement bien. Elle ne voulait pas bouger. Lorsqu'il se leva, il ne résista pas au plaisir de l'embrasser. Elle ouvrit les yeux. Oh, François, c'était si bon. C'était rapide. Nous étions prêts tous les deux, mais nous avons encore toute la nuit. Il était près de 19h lorsqu'ils rentrèrent à l'auberge. Ils prirent une douche et se changèrent pour dîner au restaurant de l'établissement, au bord de la Sélune. Ils auraient aimé dîner dans le grand jardin fleuri, mais le temps avait fraîchi. Ils se réfugièrent donc à l'intérieur, où le personnel, séduit par ce jeune couple d'amoureux, leur trouva un petit coin tranquille à l'abri des regards. Pour le choix de leur menu, ils demandèrent conseil au serveur, qui ne me demanda pas mieux que de les chouchouter, tant ils étaient souriants. Ils mangèrent de bon appétit, discutèrent un moment des préparatifs de leur mariage en se tenant la main. Le propriétaire du restaurant ne put résister et vint les interrompre alors qu'ils terminaient le plat principal. « Je m'excuse de vous déranger, mais j'ai une requête. Vous êtes tellement beaux tous les deux que j'aimerais vous prendre en photo. Cette proposition est très intéressée. J'aimerais m'en servir pour la publicité de l'établissement, avec votre accord, bien sûr. » Éléonore et François se regardèrent. « Qu'en penses-tu » demanda François. « Pourquoi pas ? Moi, je suis habitué à être photographié ou filmé, à toi de décider. » « Ok, allons-y, répondit-il au restaurateur. Je suis ravi. Alors surtout, restez naturel. Continuez votre repas, faites comme si je n'étais pas là pour vous photographier. » Le restaurateur les mitrailla pendant tout le restant du repas. Mais au bout d'un moment, le couple avait oublié sa présence, tant ils étaient occupés à déguster leur dessert, évoquer leur avenir, se raconter des anecdotes, rire et s'embrasser. À la fin du repas, le propriétaire vint leur montrer les photos prises avec son appareil numérique. Il était ravi du résultat. Elles étaient magnifiques. « Je vous enverrai les photos si vous voulez les garder en souvenir. Vous me donnerez une adresse mail si vous en avez une ? Ce serait sympa, effectivement, d'avoir un souvenir de cette soirée. Pas de problème pour l'adresse mail, répondit Éléonore. Nous verrons cela demain matin puisque vous dormez à l'auberge. Je vous laisse finir tranquillement votre soirée et bonne nuit. Merci, et surtout vous féliciterez le chef et son équipe. C'était vraiment délicieux, ajouta François. Avant de rejoindre leur chambre, ils se promenèrent un peu dans le jardin et restèrent un moment enlacés au bord de la Sélune. Le restaurateur en profita pour reprendre quelques clichés à leur insu. « Je leur montrerai demain, se dit-il. » Les amoureux se retrouvèrent seuls dans la chambre avec plaisir. Ils avaient toute la nuit devant eux. François, qui avait été le plus rapide à se dévêtir, s'étendit sur le dos, mains croisées derrière la nuque. Il contempla Éléonore qui se déshabilla lentement, semblant prendre un malin plaisir à faire durer son attente. Elle s'allongea contre lui, la tête dans le creux de son épaule, un bras entourant sa poitrine. Elle ferma les yeux, s'imprégna de l'odeur de François et sentit la main de ce dernier caresser ses hanches. Elle effleura des lèvres son épaule et souffla gentiment dans son cou. Il frissonna de plaisir. Elle s'accouda pour déposer dans le creux de son épaule et le long de son cou des centaines de baisers juste effleurés. Chatouillé au-delà du supportable, il se força pourtant à réprimer les frémissements qui l'agitaient. Elle couvrit de baisers sa gorge, son visage, sa barbe de plusieurs jours qui lui picota les lèvres. Penchée au-dessus de lui, elle l'observa. Les yeux clos, il attendait. Lorsqu'il ouvrit enfin les yeux,
Éléonore le dévisageait avec ravissement, ses cheveux tombant en cascade de son épaule. Il eut envie de la serrer contre lui, mais se contenta de lui sourire. Elle glissa sa langue entre ses lèvres si doucement qu'il la sentit à peine, mais la fraîcheur de son souffle aiguillonna ses sens. Au bord de l'exaspération, il ne se contenait plus quand elle l'embrassa soudain à pleine bouche. Avec une infinie douceur, sa langue explora sa bouche. Elle recommença ensuite à l'effleurer de ses lèvres. N'en pouvant plus, il l'empoigna, l'attira à lui et l'embrassa avec ardeur. Sa tête retomba sur l'oreiller et il vit qu'elle l'observait, provocante, avec un sourire moqueur. Elle l'avait poussé dans ses derniers retranchements. Elle était d'humeur joueuse et il se demandait ce qu'elle allait encore inventer pour lui plaire. Il attendit, souriant, ses bouleversants yeux bleus plongés dans le regard d'Éléonore. Elle baisa sa bouche, son cou, le creux de son épaule, ses pectoraux, le bout de ses seins, et soudain, elle s'agenouilla et plongea la tête pour engloutir sa verge tendue à l'extrême, lui arrachant un cri de plaisir. Il ferma les yeux et s'abandonna au plaisir dévastateur de cette bouche qui montait et descendait. François sentit croître son désir. Éléonore se redressa pour juger du résultat de son entreprise. Le visage du jeune homme grimaçait de plaisir et ses beaux yeux bleus lui souriaient. Elle aimait lui procurer du plaisir. Cela l'excitait et elle comprit pourquoi il aimait lui aussi le faire naître en elle. Elle l'embrassa longuement, puis se retourna et se mit à califourchon sur sa poitrine et saisit de nouveau son membre dur entre ses mains. Elle reprit ses caresses buccales qui faisaient chavirer le jeune médecin, tout comme la vue de ses fesses tendues dévoilant toute son intimité. Elle était concentrée sur le sac de François quand elle sentit qu'il lui prenait la taille et l'attirait à lui. Soudain, la langue de François pénétra son intimité, s'attardant sur son bouton de rose à la sensibilité exacerbée. Il la fouillait avec ardeur de sa langue, de sa bouche, tout excité du plaisir qu'il déclenchait, et aussi par la voluptueuse succion d'Éléonore dont tout le corps participait à son exercice. Elle ne pouvait plus se retenir, submergée par la vague de plaisir, et se cambra. François, lui, tentait désespérément de se contrôler pour faire encore durer l'insoutenable jouissance. S'il n'avait pas déjà fait l'amour auparavant, il n'aurait pas pu se contrôler davantage, mais il tint bon. « Tourne-toi, lui demanda-t-il. Je te veux tout entière. » Elle voulait aussi le sentir au plus profond d'elle-même, et se plia volontiers à son désir. Elle se retourna, et François s'enfonça dans son ventre brûlant. Il cria son nom en gémissant de plaisir pendant qu'elle le chevauchait et sentait son membre déclencher des pointes d'intense volupté au plus profond d'elle-même. Elle se pencha sur lui pour qu'il puisse saisir ses seins. Il les pétrit et les têta goulûment, conscient du trouble d'Éléonore à chaque succion. Elle sentit une deuxième vague grandir au rythme de sa chevauchée. François était arrivé au maximum de ce qu'il pouvait supporter, et lorsqu'Éléonore interrompit son mouvement, il la prit par les hanches, impulsant un nouveau rythme, plus rapide. Et soudain, du plus profond de ses reins, la vague déferla et l'agita de soubresauts, lui arrachant un cri. Éléonore, emportée par un long spasme voluptueux, l'accompagna dans le plaisir en gémissant. François la guida dans une ultime chevauchée, puis l'étreignit et couvrit ses seins de baisers. Elle frissonna une dernière fois et s'écroula sur lui, épuisée de bonheur. Haletant, ils restèrent allongés sans bouger. « François, comment fais-tu pour toujours deviner ce que j'aime » demanda Éléonore. « Je suis à ton écoute, c'est tout, » répondit-il en souriant. « Tu devines toujours ce dont j'ai envie avant même que je te le dise. En fait, tu me le dis, mais pas avec des mots, c'est tout. Et j'essaie de découvrir les signes. » Dimanche 9 mai 1999. Le lendemain matin, ils dormaient enlacés lorsque les caresses d'un beau soleil printanier les réveillèrent. Lorsqu'ils arrivèrent dans la salle du petit déjeuner, le propriétaire leur proposa une table en terrasse au bord de la rivière. Il faisait doux,
La journée s'annonçait prometteuse. Les autres clients, comme le personnel de l'auberge, semblaient conquis par le couple si harmonieux que formaient cette magnifique jeune femme et cet homme si séduisant. Mais Éléonore et François ne remarquaient absolument pas l'intérêt qu'ils suscitaient, tant ils n'avaient d'yeux que l'un pour l'autre. Ils profitèrent du jardin avant de partir et firent une halte au bord de l'eau une dernière fois. François étreignit Éléonore et planta son regard dans les yeux verts qu'il aimait tant. « Éléonore, tu te souviens du jour où je t'ai proposé de nous marier ? » ?»« Comment l'oublier ? Je t'ai dit que ce ne serait qu'un mariage civil dans un premier temps. »« Et cela me convient, » dit Éléonore en lui effleurant la joue. « J'aimerais t'emmener en Italie juste après le mariage. Je voudrais que tu fasses connaissance avec le reste de ma famille là-bas. Rien ne me ferait plus plaisir. Et ça te dirait que le mariage religieux ait lieu aussi en Italie quand je serai revenue de mission ? » « Ce serait magnifique, François, » s'exclama Éléonore en se pendant à son cou. François éclata de rire, ravi de son enthousiasme. « Tu n'as pas envie de savoir où, en Italie ? » ?»« Oui, bien sûr, mais en fait, peu importe. Je t'ai déjà dit que le plus important, c'était d'être avec toi. Je vais te le dire quand même. Ma grand-mère vit dans un ancien village de pêcheurs, sur une île dans la baie de Naples, à Ischia. Mais François, c'est un endroit sublime, paraît-il. Alors, tu es d'accord ? Comment ne pas l'être ? Soudain, il l'attrapa par la taille et l'éleva au-dessus de lui, reproduisant le porté improvisé au Habana Club. La fit tournoyer avant de la porter dans ses bras, alors qu'elle posait sa tête au creux de son épaule et enroulait ses bras autour de son cou. Il finit par la reposer au sol pour pouvoir mieux l'embrasser. Leur démonstration de joie n'était pas passée inaperçue, et le propriétaire de l'auberge n'avait pu s'empêcher de les prendre de nouveau en photo, tout comme il l'avait fait pendant leur petit déjeuner, sans qu'ils s'en aperçoivent. Le restaurateur les attendait lorsqu'ils se présentèrent à la réception pour régler leurs notes. « J'espère que vous avez apprécié votre séjour. Il faudrait être difficile, votre auberge et le cadre sont splendides, la cuisine excellente et le personnel extrêmement agréable, » lui répondit François. « J'en suis ravi, mais il est facile d'être agréable avec un couple aussi sympathique que le vôtre, et je vous remercie d'avoir accepté d'être pris en photo. À ce sujet, je dois vous avouer que j'en ai pris d'autres ce matin. Je vais vous les montrer. Venez dans mon bureau, vous les verrez mieux sur l'écran de mon ordinateur. » François et Éléonore, amusés, le suivirent. Après tout, ces photos constitueraient un souvenir dans leur premier album commun. Les clichés étaient très réussis. Le rendu était très naturel. Éléonore se rendit compte que, sans le vouloir, le restaurateur avait raconté l'histoire de leur séjour. Les clichés avaient été pris sans qu'ils fassent l'un et l'autre attention au photographe qui avait su se faire oublier. Cela lui avait permis de saisir leurs moments de complicité, de joie, alors qu'ils mangeaient, riaient, se promenaient, s'embrassaient. « Vous avez su saisir de beaux instants, et les plus beaux sont peut-être les instants volés ce matin, » dit Éléonore avec son magnifique sourire. « J'espère que vous ne m'en voulez pas d'avoir pris ces clichés à votre insu. » Non, rassurez-vous, et j'espère qu'elles vous feront une bonne publicité pour votre établissement. J'en suis certain. Mon objectif est d'attirer les jeunes couples comme vous, car nous avons aussi une salle pour les mariages. Dommage pour vous, le nôtre est déjà prévu dans 3 semaines. Mais nous n'hésiterons pas à parler de votre établissement, intervint François. Le restaurateur s'était levé pour se rendre de nouveau à la réception. Le couple le suivit. « Bien, revenons à votre séjour. Votre note est prête. Mais comme vous m'avez fait le plaisir d'accepter de faire un peu intrusion dans votre vie et de voler ces beaux instants, je tiens à vous remercier avec un geste commercial. Je vous offre le repas d'hier soir. »« Vous êtes trop gentil, » dit Éléonore en s'approchant du restaurateur, la main tendue. Il s'attendait à une poignée de main, ce qu'il eut, mais la jeune infirmière lui fit aussi une bise sur la joue qui eut pour effet de le faire rougir jusqu'aux oreilles. La spontanéité d'Éléonore et la réaction de l'aubergiste firent sourire François. « Et je vous ai noté sur ce post-it mon adresse mail afin que vous m'envoyiez tous ces clichés, » ajouta la jeune femme. « Éléonore Ducé @orange.fr » lut le restaurateur.
Vous vous appelez Ducet? Oui, ma famille est originaire d'ici. Enfin, ça remonte à loin. Ça alors, quelle coïncidence. Au revoir, et qui sait, peut-être reviendrons-nous. Il le regarda s'éloigner, se tenant par la main. Cette fois, c'est François qui prit le volant pour une escapade au Mont-Saint-Michel. Ils quittèrent le charmant village fleuri en passant à proximité du château des Montgomery et prirent la direction d'Avranches, puis les départementales 976 et 43. Ils déambulèrent dans le mont pendant plusieurs heures, remontant le temps au fur et à mesure qu'ils avançaient vers l'abbatiale par les ruelles du village, avec leurs maisons à colombages et leurs enseignes décorées. Ils passaient plus de temps le nez en l'air à observer les détails des jolies façades, beaucoup plus intéressantes à leurs yeux que les boutiques pour touristes. Le temps était clair et ils purent apercevoir au loin les îles Chausey depuis la terrasse ouest. Ils reçurent un choc dans le vaisseau de la grande nef de l'abbatiale, avec ses arches de pierre inondées de lumière. Ils flânèrent dans le cloître et profitèrent des dédales de pièces et d'escaliers, se dissimulant dans les recoins pour s'embrasser. Après avoir dégusté une omelette chez la mère Poulard, ils firent le tour des remparts, et ils restèrent un moment enlacés à contempler la baie et le rocher de Tombelaine, autrefois habité par des moines de l'abbaye toute proche. Tu veux que je te raconte une légende à laquelle le rocher de Tombelaine devrait son nom? Dis toujours. Elle date de l'époque de Guillaume le Conquérant. Hélène de Tergat et Simon de Montgomery s'aimaient, mais leurs familles étaient ennemies. Ils se retrouvaient sur le rocher chaque jour avant l'aube. Mais Simon fut appelé à rejoindre les armées de Guillaume. Hélène venait fidèlement l'attendre chaque jour sur le rocher. Un matin, elle vit une foule joyeuse sur la grève. Guillaume avait gagné la bataille d'Hastings et les chevaliers normands étaient de retour. Mais Simon n'avait pas survécu. Alors, Hélène retourna sur le rocher où son chevalier lui avait donné son premier baiser et se jeta du sommet. Elle fut enterrée sur place et on appela le rocher la tombe d'Hélène. L'éternelle histoire des amours contrariés, comme Roméo et Juliette. Heureusement, ce n'est pas notre cas, dit-elle en se pendant au cou de François. Ils reprirent la route en début d'après-midi pour éviter les bouchons hebdomadaires occasionnés par le retour de tous les Parisiens venus s'oxygéner sur la côte normande. Vendredi 14 mai 1999. La semaine de travail des deux amoureux passa très vite, d'autant que, comme d'habitude, le service ne désemplissait pas. Ils se retrouvaient le midi pour déjeuner ensemble. Cela leur laissait peu de temps pour eux dans l'intimité, hormis le soir tard. Et encore, s'endormaient-ils très vite, blottis l'un contre l'autre. Le lundi et le mardi, ils se virent peu puisqu'Éléonore était du quart d'après-midi. Ils s'accordèrent une promenade sur les quais le jeudi soir avant de finir la soirée dans une pizzeria. Ils étaient tout à leur bonheur l'un et l'autre. Cependant, François n'avait pas laissé tomber l'affaire Castin. Les plaintes déposées par Éléonore et Betty risquaient de ne pas être suffisantes pour mettre le chirurgien hors de nuire. Certes, dans l'affaire de la tentative de viol sur Éléonore, il y avait des circonstances aggravantes dans la mesure où il y avait eu 3 agresseurs. Il y avait aussi des témoins, lui et Sarah, ainsi que des preuves avec les vêtements déchirés, le certificat médical. L'affaire de Betty était plus complexe. Le viol remontait à 1996. Elle avait été harcelée également, mais les preuves manquaient. En attendant, Castin avait été relâché. Il n'avait pas reparu au CHU, mis en congé forcé dans l'attente d'une décision disciplinaire de la part de l'établissement et de l'ordre des médecins, ainsi que de son procès. Le jeune chef de clinique avait continué à mener son enquête auprès des collègues du chirurgien et des soignants de l'équipe. Une infirmière avait été violée, elle aussi, mais refusait de porter plainte. Mariée depuis, elle refusait que son époux soit informé de ce qu'elle avait vécu. Comme Betty, elle avait changé de service. Une autre infirmière avait porté plainte en 1995. Elle était allée au CASA pour faire constater les lésions suite à l'agression. Des prélèvements avaient été effectués. La recherche de sperme avait été négative, l'agresseur ayant utilisé un préservatif. Mais suite aux menaces de Castin,
Elle avait retiré sa plainte 2 jours plus tard. Malheureusement, il était impossible de prouver les menaces. Elle aussi avait changé de service. François avait découvert qu'il y avait une 5e victime, une interne, harcelée et violée à plusieurs reprises en 1998. Elle avait été menacée par Castin et avait conservé certains messages sur son téléphone, mais n'avait pas osé porter plainte. Avec Éléonore et Betty, François avait rencontré ces victimes. À force de discussion, les 2 dernières avaient accepté de porter plainte. Le procureur n'avait donc pas pu classer ce dossier sans suite et avait demandé l'ouverture d'une information judiciaire. Mais est-ce que les 4 victimes pourraient aller jusqu'au bout, jusqu'au procès ? Éléonore et François avaient fait appel à une avocate réputée pour sa ténacité dans ce type d'affaires. En attendant, le juge d'instruction avait mis Castin en examen et l'avait placé sous contrôle judiciaire avec une interdiction d'exercer et de quitter la région. Tout était lancé, il fallait maintenant attendre la fin de l'instruction et continuer à vivre. Éléonore et François étaient portés par leur amour qui primait sur tout le reste. Il était 14 heures quand ils prirent la route vers la Savoie après avoir déjeuné au sel de l'hôpital. François prit le volant de la Fiat Panda pour la première partie de la route. Le temps était printanier et le resta jusqu'à Lyon. Levée depuis 5 heures du matin, Éléonore s'était endormie un peu avant Auxerre. Elle s'était réveillée après le péage de Villefranche-Lima, un peu avant 20 heures, et prit le relais au volant sur l'aire de l'île d'Abo. François s'assoupit une petite demi-heure. Il se réveilla peu avant le tunnel de Dulin. Éléonore tourna légèrement la tête et lui sourit. « J'ai quelque chose à te montrer, dit-elle. » Elle mit le clignotant pour entrer sur l'aire du Lavaret et s'arrêta. Elle sortit en courant de la voiture, la contourna, ouvrit la portière passager et tendit la main à François. « Viens, dit-elle. » La nuit commençait à tomber, mais la vue était sublime. La température frôlait encore les 18 degrés. L'air surplombait le lac d'Aiguebelette, avec ses eaux vert-bleu un peu plus sombres à cette heure tardive. La température extérieure était douce, l'endroit étant abrité par la montagne de l'Épine. « J'aime bien m'arrêter ici. Bien sûr, la vue est beaucoup plus belle de jour, mais je voulais partager ça avec toi, déclara Éléonore. François la fit passer devant lui et l'entoura de ses bras, collés à son dos. Ils restèrent quelques instants à contempler la vue à la nuit tombée, serrés l'un contre l'autre. Le ciel avait pris une couleur bleu foncé. La nuit n'avait pas encore envahi tout l'espace. La jeune femme brisa le silence. « Mais il nous faut repartir, il reste une centaine de kilomètres à parcourir. » À 7 heures, ils n'eurent aucun problème pour passer le tunnel de l'Épine et Chambéry, où la pluie vint s'inviter brièvement, et rejoignirent enfin l'autoroute de Maurienne. « Tu sais que cette autoroute nous fait gagner un temps précieux depuis l'année dernière ? Heureusement, car je suis claquée. Nous serons bientôt arrivés. » Tu ne m'as pas beaucoup parlé de tes parents. Tu as évoqué ta mère, mais très peu ton père. Y aurait-il quelque chose que je devrais savoir ? Disons que je suis beaucoup plus proche de ma mère que de mon père. Puisque tu veux savoir, mes parents sont toujours ensemble, mais à une époque, ils ont bien failli divorcer. Mon père est quelqu'un de très égocentrique. Il a trompé ma mère maintes et maintes fois. Bien sûr, elle l'a découvert quand le mari d'une des maîtresses de mon père est carrément venu lui dire « Aïe, ça fait mal. Je ne te le fais pas dire. J'en ai beaucoup voulu à mon père, et encore aujourd'hui, même si les choses se sont apaisées. Mais ce n'est pas tout. Il ne voulait pas d'enfant non plus. Quand je suis née 1 an après le mariage de mes parents, il m'a acceptée, du moins tolérée. Mais quand ma mère lui a annoncé 10 ans après une seconde grossesse, il lui a carrément dit qu'elle pouvait renvoyer ce bébé d'où il venait. Moi, j'étais heureuse d'avoir enfin un frère ou une sœur. Malheureusement, l'accouchement s'est mal passé et mon frère aîné est mort. Ma mère a eu beaucoup de mal à s'en remettre. Moi, bien sûr, j'en ai beaucoup voulu à mon père, encore une fois. Et lui a regretté ce qu'il avait dit à ma mère, parce que ce bébé, c'était un garçon qui aurait perpétué son nom. Je commence à comprendre. Mon père ne s'est intéressé à moi que quand j'ai commencé à ramener des prix, des diplômes, ce qui flattait son ego.
Alors je le respecte parce qu'il est mon père, mais nos relations ne sont pas aussi chaleureuses que le sont habituellement des relations père-fille, même s'il fait aujourd'hui tout ce qu'il peut pour se rattraper. Ce que je suis devenue, je le dois à ma mère. Je ne suis pas une fille à papa, mais plutôt une fille à maman. Mais ne crains rien, mon père est charmant. Ma mère, elle, est chaleureuse. Tu t'en rendras vite compte. Je m'aperçois que j'ai de la chance d'avoir eu une famille unie. Oui, mais finalement, mes parents s'aiment toujours. Ne me demande pas comment. Mon père a toujours aimé ma mère à sa manière. Il ne voulait pas la perdre. Et elle est restée parce qu'elle l'aime toujours, malgré ses défauts. Je suis content que tu m'aies révélé cette partie de ta vie douloureuse pour toi. Et cela explique ta sensibilité à fleur de peau, ta peur de me perdre. Il lui effleura la joue, mais n'en fit pas plus pour ne pas la perturber alors qu'elle conduisait. Elle sourit à son contact. Dans un quart d'heure, nous serons arrivés. Ça va commencer à grimper et à virer. Tu es prêt pour la conduite à la Savoyarde ? Toujours prêt quand il s'agit d'être avec toi. Ce qui est pratique, c'est que de nuit, on voit très bien les voitures arriver en face. Éléonore connaissait la route comme sa poche et enchaîna les virages rapidement, les coupant dès que possible. « Mon amour, tu te prends pour un pilote de rallye ?» J'ai fait effectivement quelques stages de pilotage rallye, essentiellement en montagne, et aussi de conduite sur glace. Pas très écolo, je sais, mais j'adore. Et il ne manquait plus que ça. Éléonore éclata de rire à ces mots sortis du cœur. À peine un quart d'heure plus tard, ils arrivaient à destination. La jeune femme se précipita aussi vite que possible vers François. « Ça va, François, tu es bien pâle. Disons que nous sommes montés un peu vite et en plus j'ai les oreilles bouchées. Respire la bouche grande ouverte, tu vas finir par bâiller et tes oreilles vont se déboucher. » Il s'exécuta de bonne grâce. « Alors ? Je t'entends mieux. » Il la prit dans ses bras et l'embrassa à pleine bouche. « Je t'aime aussi en pilote de rallye. Tu maîtrises, » lui murmura-t-il à l'oreille. Il était presque 23 heures. Les parents d'Éléonore avaient déjà dîné, mais la table était prête pour eux. Éléonore déposa leur sac de voyage dans l'entrée, embrassa son père et tomba dans les bras de sa mère avec effusion. Elle revint très vite vers François, le prenant par la main, l'amenant devant son père. « Papa, je te présente François. »« Enchanté, François. Tu permets que je te tutoie ? Moi, c'est Jacques. »« Aucun problème. Je suis ravie de faire enfin votre connaissance, Jacques. » « Et moi donc, je vois enfin celui qui a conquis ma fille. » La mère d'Éléonore s'approcha alors, et avant que François ait le temps de dire quoi que ce soit, elle l'étreignait déjà en l'embrassant sur chaque joue. Elle le tutoya d'emblée. « François, enfin je te rencontre. Laisse-moi te regarder. »« Ma fille a raison, tu es beau comme un dieu. »« Désolée, je suis parfois un peu directe, ajouta-t-elle en voyant son air surpris. « Ne le soyez pas. Éléonore m'avait prévenu que votre accueil serait chaleureux, et il l'est. Vous permettez que je vous embrasse aussi ? Bien évidemment, mais tutoie-moi et appelle-moi Laurence. Je vais essayer, mais je ne promets rien. En tout cas, Éléonore ne parle que de toi, et tu es bien le premier dont elle tombe amoureuse. Que dis-je, amoureuse ? Le mot n'est même pas assez fort. Et c'est réciproque, Laurence. Bien. Maintenant que les présentations sont faites, installez-vous, que je vous serve quelque chose à manger, car j'imagine que vous avez hâte de vous reposer. Exact, maman, je suis claquée et François aussi. Laurence leur servit une salade composée. Oh, merci, maman. Tu nous as fait ta salade montagnarde maison et aussi des œufs à la neige. Tu es un amour. Elle précisa pour François la composition de la fameuse salade. Salade verte, lardons, quelques tomates cerises, copeaux de fromage, échalotes, quelques cerises au vinaigre et un œuf au plat. « Si tu n'aimes pas, je te prépare autre chose, » ajouta Laurence à l'attention de François. « Ce ne sera pas nécessaire, Laurence, c'est très bien. » La conversation fut essentiellement alimentée par Laurence et Éléonore. François tenta une approche vers son futur beau-père. « Je sais maintenant de qui Éléonore tient ses yeux verts, Jacques. En revanche, de qui tient-elle ses cheveux blonds ? Sa mère et moi étions blonds enfants, mais Éléonore ressemble trait pour trait
à ma mère. Elle ne l'a jamais connue, elle est morte quand j'avais moi-même 6 ans. Elle avait 36 ans. Moi, je ne me souviens pas beaucoup de ma mère, qui était souvent hospitalisée, mais mon père a toujours prétendu qu'Éléonore était le sosie de sa première femme. Éléonore était d'ailleurs sa petite-fille préférée. Il la traînait partout, tellement il en était fier. Et ça me paraît justifié, elle était tellement belle enfant, d'après les photos que j'ai vues, et encore plus aujourd'hui, ne put s'empêcher de dire François, en regardant sa future femme avec tant d'amour, que Laurence en fut émue aux larmes. Il était un peu plus de minuit quand ils purent aller se coucher. Ils étaient si fatigués qu'ils s'endormirent très vite, non sans avoir échangé caresses et longs baisers, mais incapables d'aller plus loin. Samedi 15 mai 1999. Quand François ouvrit les yeux vers 7 heures, Éléonore était déjà debout, en train de faire sa séance de yoga matinale sur le balcon exposé vers la chaîne de Beldon. Elle s'interrompit en voyant qu'il était réveillé. « Regarde, François, comme la chaîne de Beldon est belle. Et là, sur le côté, tu as la chaîne de la Lausière. » L'enthousiasme d'Éléonore et son sourire ravi agirent sur François qui s'enflamma soudain pour elle. « Oui, c'est sublime, approuva-t-il. » Quelque chose dans sa voix la fit se retourner, et la lueur qu'elle vit dans son regard la troubla. Ses yeux étaient si bleus qu'on les aurait dit voler au ciel, si bleus ce matin-là au-dessus des montagnes. Hypnotisée, fascinée par son charme, elle n'essaya pas ou ne voulut pas lutter. L'émergence du désir chez François agissait sur elle comme un signal auquel elle réagissait inconsciemment par un désir physique aussi puissant et impératif que le sien. Et pris par le travail l'un et l'autre, ils n'avaient pas fait l'amour depuis une semaine. Éléonore se retrouva sans savoir comment dans les bras vigoureux de François, qui baisa sa bouche avec fougue. Mais cette fois-ci, peut-être à cause de la montagne si proche et si majestueuse, toutes les sensations semblaient décuplées. Chaque parcelle de son corps était parcourue de frissons, vibrait au contact de François, et elle sentait ses mains qui la caressaient, l'étreinte de ses bras, la pression de ses hanches et la dure protubérance de son sexe. Elle aurait voulu que son baiser ne s'arrêtât jamais. Il relâcha son étreinte pour la déshabiller, et tout le corps d'Éléonore criait son désir. Elle ne pouvait plus attendre, tout en souhaitant qu'il prît son temps lorsqu'il glissa ses mains sous son t-shirt et enveloppa ses seins. Elle gémit quand il pressa ses mamelons érigés, provoquant des frissons au plus profond de son intimité. La réaction d'Éléonore augmenta l'excitation de François, et dans son membre gonflé, le sang se mit à battre. Sentant la langue de sa fiancée fouiller sa bouche, il la suça avidement. Et bien que pris d'un désir soudain de goûter les plis humides et salés de son sexe, il ne pouvait se résoudre à interrompre le baiser. Il empoigna les globes de ses seins, les caressa, les pétrit, joua avec chaque mamelon. Et n'y tenant plus, il souleva son t-shirt pour les aspirer goulûment pendant qu'elle se collait contre lui en gémissant de plaisir. Il imagina, palpitant, sa virilité entrer en elle. Et alors qu'il l'embrassait de nouveau, Éléonore sentit son propre désir croître et la submerger, avide de ses caresses, de ses mains, de son corps, de sa bouche, de son sexe. Elle ôta son t-shirt avec délice et laissa François lui enlever son pantalon de yoga. Ils se retrouvèrent allongés sur le lit, leurs deux bouches scellées par le même baiser. François lui caressa les hanches, le ventre, glissa sa main entre ses cuisses. Éléonore s'ouvrit toute. Il descendit lentement entre ses jambes et goûta sa chaude fente parfumée. La jeune femme sentit des langues de feu lui transpercer le ventre, luttant contre son désir exacerbé, presque insoutenable, et pourtant si exquis. La réponse, si violente et si spontanée, n'échappa pas à François. Il baisa l'intérieur de ses cuisses, fit courir sa langue, notant au passage des tressaillements qu'il provoquait. Les baisers de son partenaire la faisaient frissonner de plaisir et un chaud liquide envahit son vagin. Elle se cambra dans un râle. Des deux mains, il lui ouvrait les cuisses, admirant son sexe qu'il effleura de sa langue humide, se délectant encore une fois de son agréable saveur. Il n'existait plus pour elle que la bouche de François, sa langue léchant et caressant son clitoris, ses doigts fouillant son intimité. Alors, une lame de fond qu'elle avait senti grandir en elle l'emporta, et comme elle atteignait le paroxysme de la jouissance, elle sentit le membre durci entrer en elle. Elle cambra les reins pour le recevoir entièrement,
et fermant les yeux, il plongea le plus profondément possible, jouissant pleinement du frottement délicieux dans un lent va-et-vient. Chaque mouvement le rapprochait de l'extase et provoquait chez lui une tension extrême. Éléonore poussa un râle profond et tendit tout son corps. Il n'y tint plus et laissa exploser les vagues successives du plaisir. François se souleva enfin et les bras tendus contempla la femme qu'il aimait tant. Elle lui souriait, encore alanguie par le plaisir qu'il lui avait donné. Mais après quelques minutes, elle se leva d'un bond, se rhabilla, fouilla dans le sac à la recherche de vêtements propres et s'enfuit en lui criant « Je file à la douche, ne traîne pas, nous avons rendez-vous à 9 heures pour le ramassage des déchets. » Il avait bien failli oublier. Quand il sortit de la douche, il retrouva Éléonore attablée avec ses parents. « Bien reposé, François ?» lui demanda Laurence. « Parfaitement reposé et détendu, » répondit-il en jetant un œil complice à Éléonore. « Viens à côté de moi, lui dit-elle. Je n'ai pas eu mon baiser du matin. » Menteuse, lui susurra-t-il à l'oreille qu'il mordilla au passage, non sans omettre de lui effleurer ensuite les lèvres. « Tu as du thé dans cette théière, le lait juste à côté, et des croissants tout chauds. Serre-toi, ajouta-t-elle en l'embrassant dans le cou. « Prends ton temps pour déjeuner, François, intervint Laurence. Nous avons rendez-vous à 9 heures à la maison du tourisme, et il ne faut que 5 minutes à pied pour y aller. De toute façon, il y a toujours un café de bienvenue pour commencer. » « Et comment ça se passe ensuite ? » « Eh bien, on nous fournit gants et sacs poubelles. On ramasse les déchets laissés au sol sur le trajet des principales remontées mécaniques pendant toute la matinée. Et ça se termine par un barbecue, le tout dans une ambiance bon enfant. La seule chose dont tu as besoin, ce sont de bonnes chaussures de marche, précisa Laurence. Ok. Et quel type de déchets trouve-t-on généralement, même si j'ai ma petite idée là-dessus ? Éléonore prit le relais pour répondre. Une majorité de mégots, des bouteilles en plastique ou en verre, des canettes en métal, mais aussi quelques seaux de chantier, des pots de peinture et même des matelas, des sommiers, des chaussures et plus rarement des pneus. Ah oui, quand même. Il peut y avoir pire. Dans certaines grandes stations comme Avoria par exemple, à la Fonte des Neiges, on peut retrouver aussi de l'électroménager au pied des bâtiments. La vaisselle, frigo, etc. C'est généralement le fait de groupes d'étudiants fêtards, ivres du matin au soir, pendant tout leur séjour. Bien entendu, ils finissent inscrits sur une liste noire et internés de séjour, ajouta Éléonore la bouche pleine de croissants. Le ramassage s'effectua effectivement dans une ambiance conviviale. La bonne soixantaine de personnes réunies collecta un peu plus de 450 kilos de déchets en tout genre au niveau des télésièges du Mollaret et de la Lune Bleue. Après le barbecue du midi, François et Éléonore avaient encore une partie de l'après-midi rien que pour eux. Et la jeune femme mourait d'envie de faire découvrir sa station, au moins en partie, à l'homme qu'elle aimait. Mais avec la fonte des neiges récentes, les chemins de randonnée n'étaient pas tous praticables et ils disposaient de peu de temps. Finalement, ils montèrent le plus haut possible avec la Fiat 4x4 par la route du col de la Madeleine encore fermée jusqu'à la fin mai. Quand ils atteignirent le col, ils étaient seuls, entourés de montagnes. Éléonore cita pour François les principaux sommets à 360 degrés. Elle commença son inventaire en commençant par les sommets situés juste au-dessus de l'ancien refuge devenu la Banquise, un restaurant d'altitude. Elle lui montra du côté tarentaise le grand pic de la Lausière, la pointe du Roset, et au loin l'aiguille de Bionasset, le dôme du Goûter, et surtout le Mont Blanc, les grandes Jorasses, mais aussi le Cervin, à peine visible, et vers Val d'Isère, le Mont Pourri. Tournant le dos à l'ancien refuge, elle désigna juste au-dessus de Saint-François le Cheval Noir face à la Lausière, la pointe d'Aigues et la pointe de la Grande Combe du côté Maurienne. En contrebas, la station Saint-François 1650 s'étalait au soleil, déjà brûlant de cette mi-mai. L'horizon, côté sud, était dominé par le massif des Écrins, avec l'aiguille de l'Épaisseur, le pic Gaspard, les aiguilles d'Arves bien reconnaissables entre toutes, et sans aucun doute les favorites d'Éléonore avec la Meige. Au loin était visible le Râteau et les glaciers surplombant les stations de l'Alpe d'Huez et des Deux Alpes. Juste à côté des Écrins se dressait le massif des Grandes Rousses, avec notamment le pic de l'Étendard, le col du Glandon et enfin la chaîne de Beldonne. Éléonore ne se lassait pas de ce panorama. Son visage s'animait à l'évocation des sommets. François la contemplait plus qu'il ne regardait les montagnes.
Non qu'il n'appréciât pas le paysage, mais ce qui l'émerveillait, c'était son enthousiasme, cette passion dans le regard et son ton lorsqu'elle en parlait, l'émotion qu'elle dégageait. Tout cela faisait partie de l'attirance qu'elle exerçait sur lui. Il aimait tout chez elle. Il l'aimait comme il n'aurait jamais pensé aimer quelqu'un. Aucune femme n'avait jamais réussi à éveiller ce sentiment profond qu'il avait toujours recherché, à l'exception d'Éléonore. Il ne résista pas au désir de la serrer dans ses bras. La soirée passa à une vitesse folle, car les parents d'Éléonore voulaient tout savoir sur François et avaient beaucoup à dire sur leur fille. Laurence était complètement sous le charme de son futur gendre, qui, de son côté, n'eut aucun mal à la tutoyer tant elle était chaleureuse. Elle l'acceptait comme s'il était son propre fils. Le mariage fut bien sûr abordé. Néanmoins, Éléonore et François gardèrent secret le projet de mariage religieux à Ischia, car ils souhaitaient l'annoncer à leurs familles respectives au même moment. Laurence s'inquiétait du peu de temps qu'il restait avant la cérémonie. Éléonore la rassura. Ce mariage ne devant réunir que les parents proches et les témoins, il serait en tout et pour tout 14 personnes. Sophie, qui avait une propriété à la campagne, avait proposé sa demeure pour le repas de mariage. Chiara s'occupait du reste de l'organisation avec Sarah et allait contacter Laurence dans la semaine à venir. Éléonore confia à sa mère que sa robe serait prête. Elle s'en occupait avec Sarah et rappela à ses parents que ce mariage serait sans chichi. Laurence avait remarqué la bague de fiançailles que portait sa fille. « Je vois que François t'a offert une magnifique bague » en saisissant la main d'Éléonore. « Elle est splendide. »« Je n'ai aucun mérite, intervint François. Il s'agit d'une bague de famille que ma mère m'a confiée car assortie aux yeux d'Éléonore. »« En effet, et ta mère ne s'est pas trompée. Je crois que j'ai également quelque chose pour toi, ma chérie. » Laurence sortit un écrin contenant une paire de boucles d'oreilles avec une émeraude centrale entourée de diamants, ainsi qu'un peigne avec également des émeraudes. « Maman, elles sont magnifiques, mais ce sont les boucles d'oreilles de ta bisaïeule Ducé. Elles te reviennent de droit puisque tu es notre seule fille. Et même si tu souhaites un mariage sans chichi, tu pourras, si tu le souhaites, ajouter ce peigne pour orner tes cheveux, composé aussi de petites émeraudes, mais avec des strass qui ont remplacé les diamants, vendus au fil du temps par tes ancêtres. »« Merci, maman, dit Éléonore en étreignant sa mère. Puis elle se leva pour aller embrasser également son père, avec toutefois moins d'effusion. Jacques donna le signal de l'heure du coucher. « Eh bien, j'imagine qu'après la fatigue d'hier et le ramassage des déchets de ce matin, vous aspirez être un peu seul et vous couchez tôt. Nous allons vous laisser. Tu viens, Laurence ? » ?»« Oui, bien sûr. Bonne nuit, les enfants. » Les amoureux ne se le firent pas dire 2 fois et rejoignirent leur chambre. Mais ils n'avaient pas l'intention de dormir tout de suite. Envoûtée par le regard de François, Éléonore s'abandonna tout contre lui. Seuls comptaient ses bras qui la serraient, sa bouche plaquée contre la sienne, son corps pressé contre le sien et son désir impétueux pendant qu'il la déshabillait. Elle s'en rendit à peine compte lorsqu'il la porta sur le lit. Elle le regarda se déshabiller. Quand il s'allongea sur elle, elle ouvrit les jambes et furieusement il s'enfonça en elle. Il savait qu'elle était faite pour lui et n'avait pas besoin de contrôler sa pénétration. Éléonore se souleva pour venir à sa rencontre, animée par la même exaltation que lui. Porté par le plaisir de pouvoir la pénétrer entièrement et de s'abandonner sans retenue à sa passion, il se laissa entraîner avec fougue par le déferlement de son désir qui montait toujours plus haut. Éléonore accompagnait tous ses mouvements, le dos arqué. Les sensations qu'Éléonore éprouvait allaient bien au-delà de ce que provoquait chez elle ce mouvement de va-et-vient. Chaque fois que François la pénétrait, c'était son corps tout entier qui l'accueillait et lui répondait. François sentit son désir croître, s'enfler, prendre une ampleur insupportable, et enfin la tension éclata, et le corps, secoué de frissons, il s'abattit sur elle pour la pénétrer une dernière fois. Éléonore s'était redressée pour venir à sa rencontre, partageant avec lui l'explosion finale. Dimanche 16 mai 1999. Le soleil inondait la chambre quand ils s'éveillèrent. Les parents d'Éléonore étaient partis marcher un peu par le chemin des Clochettes vers Saint-François 1450. François et Éléonore prirent donc leur petit déjeuner en tête-à-tête, prenant tout leur temps.
La jeune femme proposa d'aller jusqu'au refuge de la Grande Léchère, au-dessus de Montgellafray, qui était désormais accessible en voiture depuis la station. Elle gara la Fiat Panda sur le petit parking en contrebas du refuge. Ils grimpèrent rapidement les quelques 500 mètres qui les séparaient de leur destination et après une petite redescente, arrivèrent en surplomb du lac de la Grande Léchère dans son écrin de verdure. Ils en firent le tour main dans la main, et Éléonore désigna au passage quelques sommets comme les aiguilles d'Arves, le pic de l'Étendard et le pic du Frêne. Ils paraissèrent un peu au bord du lac, serrés l'un contre l'autre, profitant de la solitude du lieu pour s'embrasser et se caresser, mais en résistant au désir qu'ils avaient l'un de l'autre. En redescendant du lac de la Grande Léchère, Éléonore poussa jusqu'à un hameau, regroupant 3 chalets, et d'où la vue sur la chaîne de Beldonne était époustouflante. Ils s'arrêtèrent pour flâner un peu dans Montgellafray. Éléonore voulait encore montrer à François les cheminées de fées visibles depuis l'aire de pique-nique au niveau de la station 1450. Mais l'heure tournait, et il leur fallut songer à rentrer pour le déjeuner familial avant de reprendre la route du retour vers Rouen.